Bienvenue sur ce Carrefour RSE, toujours sur le stand de la Caisse d'épargne Île-de-France. Alors, on va aborder la dernière table ronde de la journée avec cette dernière thématique, la finance solidaire. Pour faire simple, la finance solidaire, c'est une finance utile. Elle repose sur une épargne placée sur des produits financiers solidaires. L'épargne sert donc des porteurs de projets qui développent des activités à forte utilité sociale et environnementale. Elle permet ainsi la création, bien sûr, d'emplois, de logements sociaux, de projets environnementaux, alors que ce soit dans l'agriculture, la biologie, biologique, le commerce équitable, il y a énormément de domaines, et puis le développement d'activités économiques dans des pays qui sont en voie de développement. En fait, il s'agit tout simplement de donner du sens à son épargne. Je suis avec Aude Rouillet, bonjour. Vous êtes directrice RH, RSE et culture chez Mirova. Alors tout d'abord, pour qu'on sache un peu de quoi on parle, que fait Mirova ? Merci Marianne et merci à la Caisse d'épargne d'Île-de-France de nous accueillir sur ce très beau stand. Donc effectivement, Mirova est un acteur très important dans le domaine de la finance durable qui a été créé fin 2012 sur une conviction assez forte après la crise de 2008 que finalement le système financier était arrivé un petit peu à une fin de cycle et qu'il avait perdu de vue sa vocation première, à savoir de financer l'économie dans sa durabilité en fait. Donc fort de cette conviction, effectivement, Mirova s'est créé autour de financement ISR et autour du thème de l'ESG. Et puis, du coup, c'est beaucoup développé sur ces thématiques-là, puisque à son origine, Mirova gérait environ 3 milliards d'encours, et nous gérons aujourd'hui 25 milliards d'encours, ce qui effectivement dénote une appétence très très forte pour nos clients, de nos clients et des investisseurs sur ces thématiques-là. D'un point de vue plus humain, j'ai envie je vais citer que Mirova compte aujourd'hui 150 salariés, avec une partie des équipes qui se trouvent en France, mais aussi nous avons une filiale à Londres, une filiale à Boston, et nous venons d'ouvrir un bureau en Suède et un autre à Singapour. Voilà. Vous avez adopté le statut d'entreprise à mission qui a été rendu possible par la loi Pacte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une entreprise à mission ? Oui, bien sûr. Alors, l'entreprise à mission, en fait, c'est une entreprise qui inscrit dans ses statuts une raison d'être qui va au-delà de la seule, rentabilité financière, en fait. Donc, l'entreprise à mission, la mission, effectivement, a été créée dans le cadre de la loi Pacte qui a été votée en France en 2019. Et pour devenir entreprise à mission, la société qui souhaite prendre cette option doit remplir 4 critères. Le premier critère, c'est effectivement d'inscrire dans son statut une raison d'être qui va dépasser la seule rentabilité financière. Le deuxième critère, effectivement, c'est d'associer à cette raison d'être des objectifs, donc des engagements que l'entreprise prend pour développer et déployer sa mission. Le troisième critère, c'est de nommer un comité de mission. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et le quatrième critère, c'est de désigner un organisme tiers indépendant, c'est-à-dire une société qui va venir auditer finalement les objectifs de l'entreprise et qui va veiller à ce que l'entreprise respecte bien son statut d'entreprise à mission. Donc, concrètement, aujourd'hui, en France, on compte environ, je regardais les dernières statistiques ce matin, 250 entreprises à mission. On a 80% de ces entreprises qui sont dans le secteur du service, essentiellement dans les services du type conseil, assurance, finance. Et dans la finance, et en tout cas dans notre écosystème, je peux citer comme autre entreprise à mission comme Mirova, on peut citer Citizen Capital, on peut citer Sycomore ou on peut citer Meridiam aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir ce statut ? Pourquoi vous avez voulu adopter ce statut ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors, en fait, par rapport au positionnement de Mirova et de son ADN d'origine que je vous ai un peu décrit, en fait, pour nous, la loi Pacte a été une suite logique et l'avènement de la loi Pacte a été, en fait, une opportunité pour formaliser dans nos statuts l'ADN de Mirova, mais de cet ADN que nous portons déjà depuis sa création, en fait. Donc, en fait, pour nous, l'entreprise à mission, ça a été l'opportunité de formaliser cet ADN dans nos statuts
et d'engager tous nos collaborateurs en fait et de fédérer les collaborateurs autour de cette mission. Et finalement, nous avons pris le parti dès le début d'engager tous nos collaborateurs dans ce projet d'entreprise et nous avons créé et fédéré vraiment un projet d'entreprise autour de la création de cette mission. Donc pour aboutir finalement à l'inscription de la mission dans nos statuts, on a engagé les équipes qui ont elles-mêmes travaillé et finalement accouché de la raison d'être et des objectifs sur lesquels Mirova s'est engagée en étant entreprise à mission. On a créé énormément de groupes de travail avec nos collaborateurs. On les a fait voter sur notre mission. On a aussi organisé un grand séminaire d'ancrage et de partage de la mission. Donc pour nous, ça a été vraiment une façon de fédérer nos équipes autour d'un ADN que finalement nous portions dès nos débuts. Mais là, nous l'avons formalisé, cet ADN. Nous l'avons inscrit dans notre statut et nous en avons fait un projet d'entreprise. Voilà. Après, au-delà de la vie de l'entreprise, ce que la mission apporte à Mirova, c'est aussi de pouvoir appartenir à un écosystème assez riche, puisque nous faisons partie de la communauté des entreprises à mission, voilà, qui est un lieu où nous pouvons aussi discuter avec d'autres entreprises à mission, sortir du cadre et continuer effectivement à creuser le sillon sur tous ces sujets-là. Ça a été aussi l'occasion pour Mirova de redéfinir son positionnement dans un écosystème qui s'est énormément développé depuis une dizaine d'années sur la finance durable. Je veux dire, il y a 10 ans, on était un peu seul au monde sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a le développement de beaucoup d'acteurs sur ce sujet. Donc, effectivement, la mission nous a aussi permis de renforcer notre spécificité au milieu de cet écosystème. Et puis aussi, nous avons voulu être pionniers en devenant entreprise à mission, en espérant que nos concurrents s'inspirent aussi de notre exemple pour aussi devenir entreprise à mission, parce que nous sommes convaincus effectivement que c'est vraiment un chemin très très puissant à la fois pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients, les partenaires, etc. et nos parties prenantes. Et concrètement, ça implique pour Mirova de choisir ses projets, ce sont des choix qui sont engageants ? Alors, tout à fait. En fait, c'est engageant, puisque à partir du moment où nous sommes entreprise à mission, nous nous engageons juridiquement, nous basculons dans un statut juridique, ce qui veut dire que nous prenons un engagement à la fois vis-à-vis de notre actionnaire, vis-à-vis de nos parties prenantes, vis-à-vis de nos clients, et donc nous devons apporter des preuves concrètes et régulières de la réalisation de notre mission, de la bonne réalisation de notre mission. Et donc pour ce faire, nous avons donc un comité de mission, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons nommé un comité de mission devant lequel effectivement nous rendons des comptes sur le bon respect de notre mission. Et puis chaque année, le comité de mission doit rendre un rapport de mission dans lequel effectivement il va évaluer la bonne application par l'entreprise de sa mission, et il va s'aider pour cela de l'auditeur, de l'organisme tiers indépendant qui va effectivement auditer tous les critères et les KPIs que nous avons définis en lien avec nos objectifs. En quoi ça a du sens de passer dans un statut d'entreprise à mission ? Parce que, en fait, c'est très contraignant. Alors, oui, c'est contraignant et c'est un enjeu très intéressant parce que tout le sujet là, c'est-à-dire d'être en permanence sur la ligne de crête entre effectivement ce que peut apporter une entreprise à mission et je veux dire ce que ça permet par rapport à nos clients, effectivement, ça les rassure aussi beaucoup sur sur notre positionnement, notre ADN, etc. Et puis d'un autre côté, on a effectivement un certain nombre de contraintes puisque on est audité, etc. Mais j'ai envie de dire que tout ça, c'est un cercle vertueux et en nous contraignant, on crée aussi beaucoup de valeur. Mais aujourd'hui, l'enjeu est effectivement de trouver d'être bien sur cette ligne de crête entre les avantages que nous procure ce statut d'entreprise à mission et effectivement maintenir quand même notre créativité, notre rôle de pionnier, et que ce statut de mission ne nous contraigne pas trop. Voilà. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de projet d'entreprise pour les collaborateurs, mais comment on emmène les collaborateurs, comment ils le ressentent d'être une entreprise à mission ? C'est un peu l'échelon au-dessus, le petit truc en plus qui va faire qu'il y a un engagement supplémentaire pour les collaborateurs ? Oui, alors en fait,
quand on a décidé de basculer en entreprise à mission, ça a été une évidence aussi pour les collaborateurs. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'était déjà dans notre ADN. Et finalement, lorsqu'on a annoncé ce projet d'entreprise collective en leur disant, ben voilà, nous, on souhaite inscrire maintenant notre ADN finalement dans nos statuts, les collaborateurs se sont vraiment prêtés au jeu parce que ça leur a été naturel dans l'esprit. Donc, du coup, effectivement, il y a une certaine fierté d'être entreprise à mission. Et effectivement, aujourd'hui, finalement, les décisions qu'ils prennent en tant que salariés vis-à-vis de leurs clients, des parties prenantes, lorsqu'on lance un produit, lorsqu'on prend une décision stratégique, on la lie à travers ce focus d'entreprise à mission, à travers nos objectifs. Donc, c'est extrêmement structurant. Et chacun, effectivement, prend ses décisions au regard, finalement, de ce focus d'entreprise à mission. Donc, ce qui crée énormément de cohérence et de cohésion dans une entreprise qui se développe en plus très vite et qui compte des personnes et des salariés, comme je vous le disais, en France, mais pas que, aussi aux États-Unis, à Londres. Donc, ce qui permet vraiment de fédérer nos salariés autour de ce projet. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors du passage à ce statut ? Alors après, en termes d'apprentissage, pas forcément de difficulté, mais d'apprentissage, c'est vrai que la loi Pacte, elle a en ça d'intéressant qu'elle cadre un certain nombre de choses, mais elle cadre pas complètement. Donc, et il est clair qu'on écrit un petit peu les choses et on avance en marchant. Et notamment, ce qui est très très intéressant, et en fait, l'entreprise à mission bouge quand même les lignes, et notamment bouge pas mal les lignes, et notamment en termes de gouvernance. Et ça, c'est un apprentissage important, puisque notre comité de mission a en fait un rôle très important, distinct du conseil d'administration. Il est composé de salariés, mais aussi de personnes qui représentent la société civile, qui peut représenter des clients, des fournisseurs, le monde de la recherche, etc. Et c'est ce comité de mission qui va effectivement nous challenger sur la façon dont la mission est implémentée dans l'entreprise. Et donc, ça change pas mal les lignes en termes de gouvernance, parce qu'on a un comité de parties prenantes externes qui vient effectivement nous challenger et être une vigie sur la façon dont on implémente la mission dans l'entreprise. Donc effectivement, c'est pas une limite, mais c'est un véritable apprentissage que d'intégrer cette gouvernance dans effectivement la façon de fonctionner de notre entreprise, en lien avec notre conseil d'administration et les autres instances de gouvernance de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des inconvénients à devenir entreprise à mission ? Est-ce que le dispositif a ses limites ? Alors, la seule limite que je pourrais peut-être citer, c'est le fait que c'est une loi française et qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un statut franco-français. Donc, ce que l'on observe, c'est, par exemple, par rapport aux équipes qui sont à l'international, c'est qu'il a fallu faire preuve de pédagogie pour leur expliquer ce qu'était la mission et en quoi, effectivement, elle s'inscrivait dans notre statut. Donc effectivement, on espère que cette loi Pacte fasse des émules aussi en Europe et pourquoi pas au-delà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est peut-être un petit peu la limite, même si ça n'empêche pas du tout des entreprises internationales type Danone de devenir entreprise à mission. Après, voilà, l'objectif, c'est de faire preuve de pédagogie vis-à-vis des équipes à l'international. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a énormément d'initiatives à travers le monde, type Mission Driven Company, etc., qui fleurissent à travers le monde. Donc on voit bien de toute façon que cette appétence, ce mouvement est un mouvement de fond à travers le monde, même si la loi Pacte aujourd'hui n'existe qu'en France. Après un an d'existence, quel bilan vous tirez ? Le bilan est très positif parce que, comme je vous le disais, il a permis de faire bouger les lignes à la fois au sein des équipes, à la fois effectivement vis-à-vis de nos clients. Et aujourd'hui, je pense que le fait d'être une entreprise à mission donne des gages très structurants et fondateurs vis-à-vis de nos clients et de nos investisseurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va retrouver Mirovan d'ailleurs sur la table ronde juste après. Merci beaucoup. Puisqu'on va continuer à parler finances solidaires, cette fois-ci autour d'une table ronde. À tout de suite.